Bienvenue à une autre émission des chercheurs de sens. Aujourd'hui, le thème, c'est l'indécision. Donc, l'indécision, comment la percevoir? Est-ce qu'on devrait la voir comme un passage, comme une étape dans la vie, ou plutôt comme un problème à résoudre? Donc, pour parler de ce problème, on a deux personnes, on est chanceux, deux personnes des services de la vie étudiante. Donc, on a Éric Beaulieu. Bonjour, Éric. Salut, Mathieu. Et Éric est conseiller d'orientation. Oui. Et tu es aussi le mobilisateur pour les réseaux. Conseiller à la vie étudiante. Conseiller à la vie étudiante. Les donc, réseaux socio-professionnels. Donc, on va parler à ce moment-là de... En fait, dans ton réseau, il y a développement de carrière, sciences politiques. Exactement. Et on a aussi François Labrec. Bonjour, salut. Donc, François, toi, tu travailles au niveau de la vie étudiante aussi comme conseiller en information scolaire. C'est ça. Et aussi au niveau de l'aide à l'emploi. Exactement. Je me trompe pas? Insertion professionnelle. Et tu es étudiant aussi pour aller vers la maîtrise en orientation et devenir conseiller d'orientation, toi aussi. Oui. Donc, et moi, c'est Mathieu Guénette, je suis conseiller d'orientation. Et donc, on est tous les trois très bien concernés par le problème de l'indécision. Et à la régie, il y a Michael Lévesque. Bonjour à tous. Bon, donc, Michael, vous pouvez l'entendre aussi à l'émission qui va suivre, l'Intégral Rock, une émission musicale à midi qui va suivre, très intéressante. Donc, oui, aussi une autre chose, sur le site, vous allez voir, il y a le forum. À chaque semaine, concernant le thème, il y a une question. Donc, la question est déjà là concernant les décisions. Je vous invite à participer et on va répondre, nous, à ceux qui nous écrivent, soit en posant des nouvelles questions ou en répondant à celle qui est là. Et les coordonnées aussi des services de la vie étudiante, si vous voulez nous rencontrer en personne, on n'est pas des intouchables, des grandes vedettes, vous pouvez nous rencontrer au local 2110, prendre rendez-vous. Ouf, je commence à faire chaud dans la salle, là. Ouais, là, tu penses que... Ouf, je suis rouge. Non, on est des petites vedettes. Okay. Et le téléphone, c'est le 3185. On est toujours dans l'indécision ici à Choc FM. Donc, dans notre chronique, oui, on est tous indécis, je suis sûr de ça. Je suis pas sûr. Je sais pas, là, moi. Je sais là. plus, hein? Non, vous êtes plus. incertain de si on est incertain. Mais pour parler d'incertitude, pour la chronique film, on va parler du film Lost in Translation. En français, c'est Traduction infidèle. Et pour le mettre dans le contexte, c'est un film de Sofia Coppola qui a eu lieu au début 2004 avec Bill Murray et Scarlett Johansson. Et en gros, l'histoire, c'est Bob Harris, qui est un acteur sur le déclin, qui décide d'aller faire un spot publicitaire. C'est à Tokyo, je pense? Oui, Tokyo. OK, je me trompe pas. Et finalement, il vit une angoisse, un mal de vivre. Il est dans une période de questionnement intense. Et il rencontre une jeune fille, Charlotte, qui, elle aussi, se pose des questions. Elle accompagne son mari qui est photographe et elle, finalement, elle fait juste le suivre. Mais son mari semble plus s'intéresser aux vedettes là-bas et à son travail qu'à leur relation. C'est pas ils vivent une forme de crise et qu'est-ce qui est intéressant de ce film-là pour ma part, c'est je trouvais que tout était en nuance, tout en subtilité et souvent c'est ça justement des grandes questions existentielles, c'est pas c'est pas de la grosse action, c'est des choses qui sont ambiguës. C'est ni noir ni blanc, on sait pas trop exactement où on se trouve. Et ce film-là a été proposé par François parce qu'il trouvait que ce film-là parlait bien du sujet. Et pourquoi tu l'as choisi? Ben, en fait, si je commence avec ce que tu disais, ni noir ni blanc, je pense que dans le film, on présente bien cette nuance-là de dire effectivement que à certains moments dans le film, on les voit, par exemple, on les voit s'amuser, Tokyo qui est une méga cité, on les voit avoir du plaisir, tout ça. Et puis d'un autre côté, quand on est avec des plans séquences dans l'hôtel, ben là on voit plus le questionnement, les questions qui sont plus nuancées finalement par rapport à, on pourrait dire, une certaine forme d'indécision des deux personnages, mais je pense qu'on la voit un petit peu plus à ce qui nous intéresse aujourd'hui avec le personnage de Charlotte. Mais moi, ce que je trouve intéressant à ce que tu dis, c'est que dans le fond, on peut avoir des moments de légèreté tout en se posant des questions graves.
Puis parce que c'est ça qu'ils vivent. Là, quand ils sont dans le party, ils sont dans le party. Mais en même temps, ça règle pas les grandes questions. Là. Dans le fond, c'est l'entière légèreté avec l'entière profondeur existentielle lourde. Exactement. C'est qu'à un moment donné dans le film, hein, Charlotte se confie à Bob, puis elle lui dit, je me sens comme dans une espèce d'impasse en ce moment. Et là, Bob lui répond assez facilement, plus qu'on avance dans la vie, plus qu'on sait vers où on s'en va, puis on se concentre là-dessus, on se focus là-dessus, donc on se laisse moins, je pourrais dire, distraire. Puis Charlotte lui répond, qu'est-ce qu'on fait justement quand on ne sait pas quoi faire? Donc, à ce moment-là, je trouvais que le parallèle était intéressant pour parler de l'indécision aujourd'hui. C'est un peu ça, j'imagine, c'est un peu ça qu'on constate avec différentes clientèles, de savoir, vers où j'ai le goût d'aller, justement, comme Charlotte. Oui, puis justement, dans l'extrait que tu viens de parler du film, je trouve ça intéressant parce que, comme tu dis, Bob, il arrive, puis à un moment donné, on voit l'indécision chez Charlotte. Puis quand Bob répond justement à ce que tu as cité, plus tu te connais dans la vie, plus tu sais ce que tu aimes, ce que tu veux, moins tu te laisses atteindre déranger par ce qui arrive. C'est ça. Et quand elle pose la question après, mais quand tu sais pas ce que tu veux, qu'est-ce que tu fais? C'est là que ça commence, la question d'orientation. Tout à fait. Mais oui, Mathieu? Mais j'allais dire, si toi, Éric, t'avais été avec Charlotte là, et qu'elle t'aurait dit ça, qu'est-ce que tu aurais eu envie d'y répondre? C'est vrai qu'elle est cute, hein? En plus, la scène se passe dans un lit, mais oui. Là, qu'est-ce que tu aurais dit? Comment ça fait chaud dans la salle? Oui, je te trouble. Qu'est-ce que j'y aurais dit? Quand elle dit ça, là, je sais pas, moi... Parce que Bob, il répond, mais en même temps, c'est un indécis lui aussi. Il est dans un questionnement. Oui. Mais le chemin, dans le fond, oui, c'est ça qui est paradoxal, parce que quand Bob répond ça à Charlotte, dans le fond, tu vois que Bob, lui, il est pas nécessairement mieux dans son lui-même, même s'il y a la bonne parole à lui dire, on voit que Bob, en même temps, c'est le paradoxe, il est pas tout à fait heureux dans sa vie lui-même. Parce que dans le fond, ce qu'on voit dans cette scène-là, c'est ce qui se passe tout le temps dans nos bureaux, puis ce qu'on va parler aussi tout au long de l'émission, comment on peut faire face à un problème comme ça, existentiel, parce que en bout de ligne, c'est clair, c'est une fille intelligente, lui aussi, c'est un gars intelligent. C'est pas juste de prendre de l'information dans un livre puis dire « Ah, tiens, je pourrais faire ça, je pourrais faire ça ». Ça va au-delà de juste bien se connaître et savoir où on s'en va. Le matchage, intérêt, information. Moi, je trouve que c'est un point qu'on peut voir c'est assez flagrant dans le film, du sens que on voit que Charlotte, quand elle commence à poser des questions à Bob, elle lui pose des questions. Faut dire que Charlotte est récemment mariée, comme tu disais, elle est en voyage avec son époux, puis elle commence à poser des questions sur le côté relationnel, le côté vie personnelle. Donc, finalement, on pourrait dire que l'indécision va toucher d'autres sphères là dans la vie. C'est un problème qui est souvent, comment on pourrait dire ça, avec de différents facteurs. Souvent, les gens indécis par rapport à un aspect de leur vie, ils vont être indécis aussi par rapport à d'autres. C'est ça. Puis, elle cherche des réponses littéralement, mais c'est de ça j'imagine. Comme si les choix qu'on fait, des fois, nous amènent, des fois peut-être à nous confirmer dans ce qu'on est, mais des fois peuvent nous amener à se questionner. Fait que dans le cas de Charlotte, ce qui est intéressant, c'est de voir justement, il y a plein de choix qu'elle vient de faire dans sa vie. Exactement. Et là, il y a comme une impasse alors que, tu sais, elle vient de se marier, tout ça. Fait que quand tu me demandais tantôt qu'est-ce que je lui dirais, je lui poserais des questions concrètes sur son niveau de bonheur dans les différentes sphères de sa vie. Faut commencer à comprendre d'où vient l'indécision. Donc, dans le fond, au lieu de toujours donner des réponses, des fois, c'est peut-être dans le choix des questions qu'on va poser qui va faire en sorte qu'une personne va arriver à une prise de conscience. C'est peut-être ça aussi le problème, c'est qu'on cherche des réponses toutes faites. Puis, si je me fie au film, Tokyo, on voit aussi justement la recherche de la facilité, des jeux vidéo, puis la musique. C'est très présent dans les séquences où on filme Tokyo, on voit les deux personnages, là, C'est des petits moments de fuite intéressants, bien agréables, mais dès qu'ils reviennent à l'hôtel, là, tu vois qu'ils sont encore pognés. C'est ça. On s'est distrait, puis ça n'a rien donné de plus. On est encore dans le même état. Exactement. Puis il y a un vide. Puis c'est intéressant aussi la ville de Tokyo parce que c'est une ville où ils se sentent étrangers et on a l'impression aussi qu'ils se sentent étrangers partout où ils sont, même dans leur propre vie. Tout à fait. Est-ce que la ville, en fait, est-ce que la société nous laisse
nous laisse une certaine place pour réfléchir à notre je dirais notre sens, ouais, c'est ça, notre devenir professionnel. On doit être rendu, hein, on est dans un monde où il faut être rendu, alors c'est ça. Chercher, se questionner, ça va pas, on va voir un docteur prendre une pilule. C'est ça. Pour rester dans le même thème, je vous propose la capsule des chercheurs de sens. C'est avec les comédiens Julie Guénette et Michel Vire. Il y a un lien de parenté avec Julie Guénette. Je vous dis pas lequel, là, je vais vous intriguer. Et c'est eux qui écrivent et conçoivent et actent les capsules. Et voici leur capsule sur l'indécision. C'est pas ta sœur siamoise? Oui, justement, juste à côté de moi. Michel Vire. Oui, Julie Guénette. Membre de l'équipe chercheursdesens.com. Présente. Peut-on décider de demeurer indécis? Bonjour. C'est moi, Marie-Lise Lafortune, la nouvelle conseillère d'orientation. Êtes-vous Maxime Lagacé, qui avait un rendez-vous pour 10h ce matin? Ouais, je suis pas certain si c'est bien moi. Vous savez pas si c'est vous, Maxime Lagacé? Non, oui, mais non, je sais pas si c'est bien moi qui devait être là à 10h. Je devrais revenir plus tard, peut-être? Non, c'est pas grave. Je suis libre, là. Bon. Oh. Et puis, Maxime, est-ce que tu viens me consulter parce que tu te poses des questions sur le programme dans lequel tu veux t'inscrire au 1er mars? Tu permets qu'on se tutoie? Non, oui, vous pouvez vous voyez, me tutoyer. Excusez, j'ai pas saisi tout à fait la question, mais je la comprends, c'est une grande question. Je sais pas dans quoi je veux m'inscrire, ou plutôt, pourquoi je veux m'inscrire. En fait, si je veux vraiment m'inscrire. Ça se peut-tu que le test que j'ai fait l'année passée m'ait encore plus mélangé? OK, je vois. Souvent, je fais passer un test d'intérêt aux étudiants. Mais dans ton cas, je pense que ce serait préférable que tu me parles un peu de toi pour commencer. Je suis un gars... alors, je pense que je saurais pas quoi dire. Parler de moi, là, c'est... C'est normal. Sais-tu pourquoi tu viens me consulter, alors? Est-ce que ça se peut que tu sentes une pression de ton entourage? C'est une bonne question. Je sais pas non plus pourquoi je suis mêlé. Pensez-vous que je le suis? Trop, peut-être? Sais-tu, t'es pas obligé de faire un choix tout de suite, Maxime. Peut-être que tu pourrais attendre que les choses se présentent à toi naturellement. Il y a rien qui t'oblige à forcer. Ouais? On peut faire ça? Phew! Merci vous. Tu m'avez beaucoup aidé. Je pense, peut-être. En tout cas, merci, là. Qu'est-ce que j'ai fait là? Pauvre petit, qu'est-ce qu'il va devenir? Je suis pas faite pour ce métier-là. C'est moi qui devrais aller voir un conseiller d'orientation. J'aurais la folle. Je devrais-tu? Ouais, peut-être. Donc, on vient d'entendre la capsule et... Par chance, c'est pas une caricature. Non. C'était tout à fait. C'est tous les jours, ça se passe comme ça. Oui, c'est... Ouais. Bon, donc, on pourrait dire que c'est l'indécision à l'état brut. C'est Monsieur Indécision, mais effectivement, je pense que c'est on peut dire que c'est une caricature extrême. À outrance. Et en fait, je dirais que le questionnement, les indécis, il y en a différentes formes. Et là, on vient de le voir dans sa forme la plus pure. Mais en fait, je me posais comme question, comment on pourrait définir l'indécision? Très bonne question. Tiens, je m'aventure. L'indécision, on pourrait voir ça comme un peu un symptôme d'une maladie qu'on pourrait appeler liberté. Wow, okay. Pourquoi parler de la liberté comme une maladie? Ouais, hein? Bonne question. Des fois, les gens s'imaginent que la liberté, c'est faire un peu ce que je veux quand ça me tente. Je fais un voyage à Tokyo, je m'en vais me péter la fuse, ça va être le fun. La liberté, des fois, il y a quelque chose, que moi, je constate d'un peu impulsif dans ce qu'on peut penser que c'est la liberté. Mais la vraie liberté, c'est la liberté de se choisir dans les choix qu'on fait.
Se choisir, comme on le voit dans le film de tantôt, c'est quelque chose, là. Hein? Faire un choix de profession, un choix de conjoint, peu importe. Choisir dans la vie, c'est se poser des questions. Ou sinon, c'est simplement réagir aux situations. Donc, dès qu'on commence à se poser des vraies questions sur qu'est-ce qui est mieux pour moi, c'est confondant. C'est confondant. Puis il y a des étapes de vie où ça l'est plus que d'autres. Hein? Quand on commence dans la vie adolescent, c'est confrontant aussi. C'est très confrontant. Sur quoi on se base pour choisir ou deviner ce qu'on est. On regarde les modèles autour de soi, on regarde les panneaux de réclame, la publicité. On cherche à l'extérieur de soi. On cherche beaucoup, puis je pense que la clé est là. On cherche beaucoup à l'extérieur de soi. Et je pense que le piège il est là. C'est qu'on est à une époque où le matérialisme est si fort, si prenant, qu'on est perdu constamment à l'extérieur de soi. Puis le travail qu'on fait souvent comme conseiller d'orientation quand on rencontre nos clients, c'est de ramener un peu la variable « qui suis-je ». Mais qui suis-je? On peut juste répondre à ça, non pas en allant étudier, en faisant nos devoirs et tout ça. C'est bien ça, l'académique. Mais c'est des expériences de vie qui nous forment. Donc, un cheminement scolaire académique... Donc, c'est pas juste là pour nous faire performer au niveau académique, c'est un peu ça qu'on fait au niveau des réseaux sociaux. En même temps, je t'écoute parler, puis je pense à l'image traditionnelle des conseillers d'orientation. C'est pas exactement l'inverse de ce que tu viens de décrire, parce que là, tu parles de quelqu'un qui amène la personne à aller vers la liberté, à se connaître. Et quand on voit dans un film un conseiller d'orientation, on va voir une autre, souvent caricature, on va voir le conseiller d'orientation avec le petit nœud papillon, avec les grosses lunettes, puis avec... des petits bonbons. Puis des petits bonbons, puis là, il va dire, bon, ben voici les carrières d'avenir, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses, puis ça, tu peux pas faire ça, t'as pas les notes qu'il faut. On s'appelait d'ailleurs orienteur avant, puis notre ordre professionnel a fait un choix de changer cette appellation-là. C'est un terme encore très utilisé, c'est un terme orienteur. encore utilisé. Je pense que c'est le terme qui est encore le plus utilisé. D'ailleurs, moi-même, dans ma pratique privée, il a fallu que je mette le mot orienteur pour être repéré sur Internet, parce que c'est le mot que les gens utilisent. Mais revenons à l'essentiel, c'est que longtemps, les orienteurs avaient comme optique, si on veut, d'amener simplement les gens à les faire fitter, à les faire de regarder le marché du travail, puis de faire un arrimage. Comment t'as dit? Le pairage. Ouais, un repérage. Puis on prenait la variable juste comme on prenait pour acquis la personne. Moi, je veux faire ça, OK, va-t'en là-dedans. Mais des fois, les gens nous arrivent, surtout de plus en plus, là, avec des questionnements. Je voudrais faire ça, mais je sais pas trop. Donc, l'indécision est bien ancrée. Avant, c'était quasiment tabou, l'indécision. Les gens sont gênés d'être indécis? On dirait que les gens, des fois, arrivent nous voir, puis ils veulent déjà nous montrer qu'ils savent déjà ce qu'ils veulent. Puis quand on les questionne comme il faut, on se rend compte que c'est pas tout à fait ancré. Puis ça arrive régulièrement. Mais ils sont pressés de se débarrasser du problème. Exactement. Plutôt que de prendre le temps de quelque chose de stigmatisant là, d'arriver indécis. Oui, ben c'est ça. Il faut aller rapidement, il faut choisir rapidement. Le 1er mars arrive. Ben c'est ça. Puis... Le 1er mars arrive pour de vrai. Là, oui. C'est pas pour rien qu'on a fait l'émission sur l'indécision avant le 1er mars. Non. C'était tout planifié. Tout était pensé. Ça fait 5 ans là, que c'est pensé. Mais quand même, c'est ça, c'est que faut aller rapidement, il faut... on dirait que les pressions qu'on se met, c'est comme quand on essaie de dormir. Puis là, on se dit, non, il est 3 heures du matin, là, il faut que je dorme, demain, j'ai quelque chose d'important. Puis là, on se crée un stress. Exactement. Puis, au lieu de nous convaincre que oui, effectivement, dors, on dirait que ça fait l'inverse. On dirait qu'on a plus de difficultés. Puis j'ai l'impression que quand on essaie de forcer l'orientation, on dirait que c'est l'inverse qui arrive. On a moins de facilité à y arriver. Les gens ont besoin de réponses, ont besoin de solutions. Les gens font face aux mêmes pressions que nous tous. Dans le fond, quand on reçoit des personnes puis on les rencontre, c'est de les aider à tracer le meilleur trait d'union entre ce qu'ils sont et ce qu'ils veulent. Mais découvrir ce qu'on est, c'est la vie qui nous apprend ça. C'est les expériences de vie. C'est pas un test, c'est pas un livre. Des choses comme ça nous stimulent, nous questionnent, nous positionnent, mais en même temps, il y a quelque chose de fondamental, c'est que la personne, c'est en développement. Et le développement implique qu'il y a des étapes. Il y a des étapes qui vont tôt ou tard nous faire revivre l'indécision. Fait qu'on peut pendant un temps être bien dans un choix, puis à un moment donné arriver, puis être bien dans ce choix-là. Puis je pense que l'essentiel de nos rôles, c'est d'aider les personnes à s'arrêter puis se questionner. Mais souvent, donner des réponses. La question de l'indécis, c'est oui, mais je veux pas me tromper, je veux faire le bon choix. Ouais.
Mais ça, c'est un symptôme typique là, de notre époque. Là. La bonne réponse, le bon choix, le métier winner, faut pas se tromper. La job d'avenir, faut pas se tromper. Puis tout ce discours-là très, 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 très fort sur ces clients-là qui viennent nous rencontrer. Oui, mais en même temps, quelqu'un qui dit, oui, mais moi, ça représente de l'argent, ça représente du temps. Puis là, je suis rendu, je sais pas, moi, j'ai 30 ans. Mais là, on revient à la liberté. Hein? Qu'est-ce qu'on fait de notre vie, les choix qu'on fait? Je veux dire, des fois, on va rencontrer des personnes qui font des choix de vie qui les amènent à être acculés au coin du mur. Puis ils veulent encore là avoir l'idéal, alors ils se sont eux-mêmes mis dans une position où ils n'y arrivent plus. Les choix de vie qu'on fait, là, comment on canalise notre liberté, c'est fondamental pour voir dans quelle mesure on se met dans des situations d'équilibre ou de déséquilibre dans nos vies. Alors, puis la question, c'est quoi un bon choix? Est-ce que ça existe, un bon choix? Le bon choix, on pourrait dire que c'est le choix qui nous fait avancer, mais tout choix fait avancer si ce n'est que nous faire apprendre sur pourquoi on n'a pas fait le choix qu'il fallait faire. Mais ça veut dire qu'on pourrait faire n'importe quel choix? On pourrait piger dans un chapeau un choix au hasard? Peut-être. OK, une nouvelle technique d'orientation. Le chapeau. Il est clair que quand quelqu'un vient nous rencontrer, on essaye d'orchestrer au mieux les choix que les personnes font. Donc, le processus de prise de décision pour en venir à un choix, c'est quelque chose qu'on décortique. C'est quelque chose qu'on essaie de bien prendre en ligne de compte pour être sûr, à quelque part, que le choix qui est fait, a les meilleures chances d'amener une décision nourrissante ou une décision constructive pour la personne. Moi, je trouve que c'est ça, disons, le choix de profession en bout de ligne et c'est un questionnement intéressant, mais dans le fond, il reste le processus. Moi, j'avais regardé les différentes définitions, puis je m'étais arrêté avec que l'indécision, c'était l'incapacité à s'engager dans un projet professionnel. Intéressant, l'engagement. L'engagement, puis de se sentir incapable de s'engager dans un projet professionnel, que le projet soit X, Y. Moi, je pense que c'est plus une question de travailler sur les raisons pour lesquelles on a de la difficulté à s'engager. Exactement. L'incapacité, dont, quand on parlait tantôt de c'est confrontant, ça devient confus, il faut que notre choix soit fait rapidement, je veux pas me tromper. Donc, toutes ces barrières-là qui font que mon projet doit aboutir rapidement. J'ai l'impression que des fois, le mot engagement est pas clair aussi pour les gens. Comme toi, François, comment tu définirais l'engagement? C'est une bonne question. Je pense que je dirais tout simplement que c'est je parlerais plutôt d'investissement dans notre profession, mais l'engagement, je pense que ça fait souvent référence à posséder une carrière. OK. Je pense que souvent... si par exemple, je me dis, moi, je suis engagé là, dans ce que je fais, est-ce que ça veut dire que j'ai pas le droit de changer d'idée? Est-ce que ça veut dire que là, je suis condamné, j'ai les mains liées à ce que je fais parce que je suis engagé? C'est ça. Puis est-ce que ça veut dire que je dois faire ça toute ma vie? Ou il y a ce questionnement-là qui arrive aussi? La part de l'engagement est fréquente, et autant au niveau de la carrière, au niveau des relations amoureuses. Oui, justement, je ferai un lien avec ce que tu dis là. Nos clients souvent nous arrivent avec justement la notion du bon choix, hein? Comme il faut choisir la bonne fille pour avoir une vie heureuse au niveau affectif et tout. Moi, je pense dans un cas comme dans l'autre, on peut faire des choix à un moment donné à partir de ce qu'on sait de nous-mêmes. Et mieux on prend le temps de se poser des questions sur ce qu'on est, sur ce qui nous allume dans la vie, plus on est en mesure de cibler des choses qui nous amènent à être mieux, etc. OK. Puis, est-ce que vous avez déjà vécu vous-même l'indécision? Parce que, en fait, on peut... Justement, Bob, il essaie d'aider la jeune fille indécise, mais lui-même est indécis. Et je me pose la question, comment vous avez vécu vous-même l'indécision? Comment vous en êtes venu aussi à bout? Bonne question. Je pense que j'ai un exemple, François? Ouais, j'ai déjà vécu un questionnement. Je pense que la plupart des gens le vivent, mais c'est ça, c'est que c'était plus un questionnement au niveau de vers où je m'en vais. Quand on parle d'engagement, c'était plus un questionnement je dirais de sens que disons qu'un questionnement par manque d'information, par exemple. Mais est-ce que toutes les questions d'indécision, c'est pas des questions de sens? C'est ça Je pense que ça dépend de la vision qu'on a de l'indécision, mais pour ma part, je dirais que
moi, je serais d'accord à dire que c'est plus un questionnement de sens, mais il y a des gens qui vont dire qu'il y a certaines formes d'indécision qui sont dues par manque d'information. Mais en même temps, l'information est plus que jamais accessible. Sur Internet, il y a un paquet de sites gratuits. Les livres sont là, sont disponibles, ils coûtent pas cher. Tout est partout comme information. D'où la... Pourtant, ça règle pas le problème. Moi, les gens que je rencontre, là, ils ont tous regardé les bottins. Des fois, ils connaissent plus les programmes que moi. Ouais, c'est puis, ça. Ils sont indécis. Puis, ils viennent me voir avec des questions en me disant, ben là, je suis encore indécis. Puis, est-ce que c'est lui est-ce que ce choix-là est mieux que lui? Puis, finalement, c'est très rare que j'ai à aider quelqu'un à l'université qui, tout simplement, manque d'informations. Puis je dis, ben regarde, à la page 51, la réponse est là. Ah, merci, bye-bye. Donc, je me pose la question, si toutes les questions, finalement, pour revenir à mon thème d'indécision, ouais. Finalement, on perçoit souvent l'indécision comme un problème mécanique. Donc, c'est brisé, il faut réparer moi. Puis, en bout de ligne, on veut résoudre l'indécision. Mais je me posais la question, est-ce que finalement, on peut résoudre l'indécision ou on n'apprend pas à mieux vivre avec? Oui, l'indécision. Dans le fond, l'inconnu, c'est ce qu'on cherche à régler dans nos vies. Hein. On cherche à mieux savoir où on s'en va. Donc, à quelque part, l'indécision. Répète ta question, s'il te plaît. Ben, en fait, ce que je disais... Je suis pas dedans matin. Ouais, Éric est malade, donc on l'excuse. Bon, on va lui donner des bonnes vibrations. Mais oui. en fait, ce que je disais, c'est que, dans le fond, on parle beaucoup des problèmes d'indécision et... en fait, c'est ça que je me pose comme question. En fait, je vais enchaîner avec une autre question. C'est, à un moment donné, j'ai eu une discussion avec Éric, parce que Éric, on a souvent des discussions ensemble. Mm-hmm. Puis tu disais que, dans le fond, est-ce que tous les problèmes, c'est pas des problèmes d'indécision? D'une certaine manière. Ouais. Écoute, tous les problèmes seraient des problèmes de décision. Dans la mesure où on se l'approprie le problème, je pense qu'il y a toujours moyen de prendre un risque. Je pense que la notion, pour mettre en parallèle, tantôt on parlait d'engagement. Engagement implique nécessairement la notion de risque. Puis je pense qu'on est dans un monde où on prend de moins en moins de risques. On a des services qui déresponsabilisent les personnes, qui amènent les personnes de plus en plus à s'attendre à ce que quelqu'un leur dise quoi faire. Puis je pense que ça vient beaucoup au cœur de ce phénomène généralisé d'indécision. Moi, quand je rencontre mes clients, j'ai souvent comme travail à faire de les aider à se responsabiliser par rapport à ce qu'ils ont à prendre comme décision avec les risques que ça implique. Alors, l'engagement, le risque, c'est comme deux notions très liées pour moi. Et à quelque part, la liberté, ben c'est justement la capacité de prendre un risque malgré l'imperfection du choix que je m'apprête à faire. Mais l'idée, c'est de prendre une balance, c'est de trouver les meilleures raisons pour croire que ce choix-là pourrait être bon sans penser qu'il va être parfait pour autant. Puis ce symptôme de recherche de perfection-là peut être à la racine de cette peut-être généralisation d'indécision qu'on voit un peu partout. Je lisais dans le métro l'autre fois, dans le petit journal du métro, il paraît qu'il y a un sondage qui a été passé, puis 1 personne sur 2 sur le marché du travail serait pas heureux dans ce qu'ils font. Mais comment se fait que les gens tolèrent ça? Est-ce qu'on tolère un peu qu'on a fait dans la capsule sur le burn-out? Est-ce qu'on en vient des fois à tolérer des situations au point de ne plus prendre le risque de sortir de situations qu'on sent intolérables? On ne se respecte pas. On ne se respecte pas. Ben ça, c'est un... Fait que je dirais que le travail qu'on fait, souvent, c'est un travail qui gravite autour de ça, beaucoup plus qu'autour de le petit guide de choix d'emploi d'avenir et tout les ça. Emplois d'avenir. C'est secondaire. Et c'est très différent aussi de l'image qu'on a du conseiller d'orientation avec le nœud papillon et les bonbons et qui va parler des statistiques et des perspectives d'emploi. Parce que ça, c'est accessible et souvent, j'ai l'impression que c'est la contrepartie de l'école où on parle des normes, on parle de répondre à des formules. Et là, nous, on arrive avec un questionnement existentiel. C'est ça. La norme n'a pas de sens si elle n'est pas liée à la personne. Puis aujourd'hui, on est dans un monde où ça devient la norme pour la norme. Et puis ça, c'est quelque chose qui est un cheval de bataille, qui est un danger pour les conseillers d'orientation en partie quand on rencontre des clients, pour les aider à se recentrer sur eux. Je reviens à ça. Pour moi, l'indécision, c'est le cœur de l'indécision. C'est la difficulté à se mettre en lien avec le monde parce qu'on se perd de vue. On est obnubilé par le monde actuel. On est déresponsabilisé plus souvent qu'autrement. Et c'est là, pour moi, le cœur de pourquoi il y a tant d'indécision, pourquoi il y a tant de personnes qui n'osent pas prendre de risques dans la vie, etc.
Mon Dieu, que c'est pas compliqué quand Brigitte Bardot parle d'indécision. Tu veux ou tu veux pas? Et voilà. Moi, je veux. Toi, tu veux? Oui. Pas de problème sur ça. Puis, en fait, c'est ce qu'on disait juste avant que Brigitte vienne nous troubler, c'est que, en fait, le problème de l'indécision, c'est quoi la différence entre un indécis et un non-indécis? Parce que, bien souvent, j'ai l'impression que l'indécis se pose des questions que finalement le décidé, on pourrait-tu l'appeler de même, le décidé, le non indécis, lui ne se pose pas. Mais en fait, il n'y a pas plus les réponses. Parce que si moi, je suis un indécis, puis là, je me dis, c'est quoi la meilleure carrière qui répond à mes besoins? En fait, il faudrait pour ça que je puisse toutes connaître les carrières, je puisse toutes les essayer. C'est quelque chose qui est impossible. Et le non indécis, lui, en fait, il sait pas plus. Il se dit, je fais quelque chose que j'aime, tout simplement. Je suis bien dans ce que je fais. Est-ce que je pourrais être plus heureux ailleurs? Dans le fond, il n'est pas capable de répondre à ça. Mais l'indécis, il a l'impression qu'il faudrait absolument qu'il soit capable de répondre à cette question-là avant de pouvoir commencer à vivre. Et c'est ça que je posais la question buzzante de tout à l'heure, c'est est-ce que finalement l'indécision, on doit essayer de la résoudre? Est-ce qu'on doit essayer de la casser, là, casser la gueule à l'indécision? Ou plutôt, on apprend à vivre avec l'ambiguïté, avec la confusion, parce que on a parlé beaucoup comment on ne tolère pas la confusion dans notre société, dans notre monde, dans nos vies. On veut pas la confusion. Mais est-ce que la confusion est pas absolument essentielle, une part intégrante de notre vie? Probablement. Je pense qu'à un certain point dans ta vie, c'est que t'en viens à accepter qu'il y aura toujours une marge d'ambiguïté, une marge d'incertitude, mais que tu as suffisamment de raisons de croire que ce que tu es en train de faire, ça t'amène à être heureux. Parce qu'on parle de la notion de bonheur, être heureux, ça c'est une autre grosse boîte de Pandore, là. Ouais. C'est quoi qui assure, qui garantit le bonheur? Il y a des gens qui parlent de c'est répondre à ses désirs dès qu'ils arrivent, dès qu'ils passent. D'autres, le bonheur, c'est plus une question justement d'équilibrer un peu dans ses choix de vie, des choses qui nous amènent à être suffisamment bien. À moins de se poser de questions, c'est sûr que nous, notre déformation professionnelle va nous amener à toujours regarder le questionnement puis parler du questionnement parce que c'est toujours à ça qu'on fait face. Mais on peut-tu être bien dans le questionnement? Parce que ça peut être lourd tout le temps se poser des questions. Puis... Oui. Je pense que oui. Mais ça peut-tu être, on peut-tu être bien dans le questionnement? Nous, il faut qu'on le soit minimalement, sinon on ferait pas ce job-là. Oui, effectivement. Mais des fois, j'ai ça, c'est le défi de puncher aussi, dans le fond. Mais parce que je pense que la personne, appelons-la la personne décidée, à quelque part, est juste dans un état de flow avec la vie. Elle fait les choses parce que ça a un sens pour elle. Peu importe la nature de ce sens-là, pour elle, ça a un sens. Donc, dès ce moment-là, c'est comme si tu étais enligné sur un chemin et tu chemines, t'avances, tu te nourris des différents fruits que tu as le long de ton parcours et puis ces fruits-là, tant qu'ils ont un sens puis ils goûtent bon pour toi puis ça te nourrit, tu continues à avancer. C'est ça. Le moment où on se questionne, on est en panne de sens, mais c'est là qu'il faut peut-être prendre le temps de s'arrêter, recadrer. C'est ça mais le des mal. fois, par exemple, aussi, c'est ça le problème. On le voit aussi dans le film Lost in Translation. Le fait de s'arrêter puis de se poser des questions, puis des questions existentielles qui n'ont pas de réponse, comme quel est le meilleur choix possible dans la vie au monde entier, c'est une question qui, en quelque part, peut ne faire qu'engendrer l'angoisse. Là. Puis, je ne peux pas être heureux tant que je n'ai pas décidé de ce que je veux faire jusqu'à la fin de mes jours et que je suis certain que ce choix-là est le meilleur de tous. Ça peut pas faire autrement qu'engendrer l'angoisse. Ça, c'est c'est une belle naïveté en même temps qui montre jusqu'à quel point il y a de l'insécurité qui a besoin d'être réglée là-dedans. Parce que quand tu formules ton besoin d'une façon aussi idéale que ça, il y a comme une naïveté là-dedans qu'il faut éduquer tranquillement pas vite, nous, comme conseiller d'orientation, quand on rencontre ces personnes-là. C'est-à-dire, éduquer la personne à mieux comprendre que la vie, justement, c'est pas un forfait clé en main où il y a plus de questions, plus de problèmes, puis tout est beau. Non, justement, la vie, c'est d'apprivoiser l'ambiguïté que tu croises au fur et à mesure que tu avances. Donc, à quelque part, je reviens à la notion du rôle qu'on joue, nous, pour permettre aux personnes d'apprivoiser leur indécision, mais c'est de les amener justement à, j'utilise encore le terme, amadouer ou dompter les zones d'incertitude pour faire des choix qui seront jamais parfaits, mais qui vont être suffisamment intéressants pour avancer. Parce que le décider, on peut l'envier, puis je veux dire, on en fait des fois des
des idoles là, dans notre monde. Puis je voudrais faire un lien, excusez-moi, je fais une parenthèse, parce qu'on parlait tantôt du film là, Lost in Translation. Moi, je trouve qu'il y a une belle petite tendance à Hollywood depuis un certain temps, qui fait beaucoup du bien d'ailleurs. Ouais. On est habitué de toujours voir d'Hollywood, le rêve américain, puis juste le beau côté de la médaille. On parle du côté parfait, justement. Je suis allé voir en fin de semaine The Aviator. Hein? Bon, c'est un... pas vu. Bon, je suis allé voir aussi Woodsman. Bon, 2 films, je rentrerai pas dans les détails, mais 2 films qui, à quelque part, Hollywood commence à nous montrer justement la partie plus ambiguë de la vie, qui fait qu'on peut avoir des succès, mais à un prix de gérer ces ambiguïtés-là, de gérer ces zones d'inconfort-là. Puis je pense que c'est ça aussi le défi, c'est que s'il y a des décisions à quelque part, il y a difficulté à gérer certaines zones dans sa vie. Alors, c'est là qu'on a un travail pour traquer avec nos clients ces zones-là, pour mieux voir où il y aurait lieu de sortir des différents outils, des différentes façons de gérer ça. Puis je fais un lien avec ce que François disait aussi au niveau de l'engagement. C'est parce que on dirait que les gens, bon, ce qu'on dit en gros, c'est faites des choses qui vous tentent. Faites des choses qui vous rendent heureux. Oui, OK. Mais disons que moi, je me dis, hey, moi, j'aimerais ça jouer de la trompette. Écoute, la trompette, je trouve ça formidable. Et là, je prends un cours de trompette. Mon premier cours là, de trompette, là, je vais pas jouer un gros solo. Une symphonie, là. Une symphonie. Non. Ce que je vais faire, c'est je vais apprendre à faire des sons, je vais apprendre à jouer des notes. Je vais dire, c'est plate, ça. Ouais. Puis c'est humiliant. Hey, wow. Je fais pas ça, ça me rend pas heureux. Ouais. Là, je tasse la trompette, puis c'est jetable. C'est très jetable parce que, aujourd'hui. Dans le fond, est-ce que être heureux, tout simplement, avoir du plaisir, c'est un indicateur tant que ça? Parce que y a rien qui, au début, génère un plaisir immédiat et spontané. Moi, je pense qu'au début, il y a toujours des indices de plaisir. La personne qui a eu le goût d'aller prendre un cours de trompette, à quelque part, il y a eu un élément déclencheur. Alors, si tu étais mon client, puis tu me parlerais de ça, je dirais, OK, mais qu'est-ce qui t'a amené à vouloir t'embarquer dans la trompette? Puis si on découvre qu'il y avait plein de bonnes raisons, puis tu étais vraiment enligné pour ça, puis que tu avais des bonnes raisons de croire, puis là, le premier obstacle t'a fait déraper, puis t'as même fait éjecter ce projet-là. Alors là, il y a lieu de se questionner sur ta tolérance à... Il y a des trips, par exemple. Tu sais, il y a des trips où je me dis, j'ai un petit trip de trompette, puis il y a des intérêts passagers, puis il y a des intérêts, je dirais, existentiels. Moi, je ferais juste m'assurer avec toi pour être sûr que t'es pas justement quelqu'un qui tombe dans ce piège-là. M'assurer que tu t'es au moins donné la peine. D'aller au bout. D'aller au bout de ce que tu voulais tenter. Je me rends compte que c'est pas significatif. C'est le questionnement duquel on parlait, du rôle du conseiller d'orientation. Poser les bonnes questions. C'est ça. Poser les bonnes questions. Est-ce que aussi on parle de différents types d'indécisions? Si je suis au restaurant puis je sais pas entre quoi choisir, ou questionnement amoureux, est-ce que je devrais, je sais pas moi, avoir un enfant? Est-ce que je devrais vivre avec cette fille-là ou plutôt telle autre? Entre Brigitte et Scarlett Johansson, je sais pas laquelle choisir. Ah mon Dieu, c'est pas facile. C'est pas facile. Est-ce qu'on pourrait faire un parallèle? Est-ce que c'est la même indécision ou c'est une indécision qui est différente? Bonne question, parce que... On est des bonnes questions. Ouais. Ben oui. Ouais, bravo. On avait des aussi bonnes réponses. On dit qu'on aurait l'air vedette. Peut-être que c'est ça. Tantôt. C'est justement, il y a peut-être pas de bonne réponse. Il y a peut-être pas de réponse en bout de ligne. Mais il y a des éléments, je pense, des éléments de réponse. Puis le problème encore là, c'est d'imaginer une réponse tout cuit dans le bec qui va nous solutionner ça. J'essaie de me souvenir de l'exemple que je voulais donner par rapport à ta question et il m'a échappé. Tiens. Bon. Ben, je pense que de choisir, je vais-tu prendre ce plat-là ou ce plat-là au restaurant, je le sais pas. Il y a moins d'éléments à prendre en considération. Je pense que la décision du conjoint, de la conjointe ou de se marier, d'avoir des enfants, je pense que ça a le plus on peut faire plus de liens avec le choix professionnel aussi. Là. Mais en même temps, si je veux choisir un repas, je vais y aller uniquement avec mon goût. Le spaghetti, j'aime plus ça que le pâté chinois. Bon, OK, je fais mon choix de cette manière-là. Mm-hmm. On dirait que quand c'est un choix de carrière, juste aller avec le goût. J'aime mieux, je sais pas moi, cogner des clous que... Mais souvent, le goût est inconnu, c'est ça le problème. Mais pourquoi il est inconnu? C'est parce bizarre. Que l'école a longtemps eu le défaut, puis Dieu merci, il y a une réforme qui est en cours, qui est imparfaite, mais qui va prendre des années à s'installer. Mais pour l'instant, c'est ça, c'est une période de transition. Dieu merci que l'école est en train de changer parce que longtemps l'école ça a été une chaîne de montage de gobe puis de régurgite. Comment t'apprends à te connaître, à te démontrer que t'es un perroquet? Je veux dire, t'apprends pas à te connaître là, t'apprends à développer une partie de son cerveau qui s'appelle la mémoire. Le défi, c'est des expériences de vie.
Le défi, c'est d'amener l'école à devenir un peu plus concrète dans ses apprentissages. D'ailleurs, le cœur de la réforme, c'est qu'on amène les gens à apprendre, alors qu'auparavant, ça a toujours été apprendre pour apprendre. Si je commence à comprendre comment je m'y prends quand je fais des choix ou comment j'essaie de performer, puis je me rends compte qu'il y a des zones là-dedans que je dois améliorer, tout ça, là, la connaissance de soi commence à s'activer. Puis, j'ai remarqué aussi une chose, puis je sais pas s'il y a un lien à faire avec ce que tu dis, mais souvent, les étudiants qui viennent nous voir, c'est des étudiants qui ont des super notes, qui sont très bons dans le monde de l'analyse, du monde rationnel, donc les sciences, et là, il y a une logique. Mais là, on dirait qu'ils essayent de résoudre leurs problèmes d'orientation avec la même logique qui est tout à fait louable dans un cours de mathématiques ou de chimie. Mais pas dans la logique de la vie. Puis une caricature par rapport à ça, puis c'est un exemple réel d'un client que j'ai eu quand je travaillais dans une autre université. C'est une personne qu'on nommera pas. Pour la convergence. Oui, c'est ça. Secret professionnel, là, oblige. Mais cette personne-là venait me voir, elle avait 2 doctorats, elle venait me voir parce qu'il fallait qu'elle choisisse un 3e doctorat. Ouais, penses-tu que le focus qu'on a mis sur la rencontre, c'était sur répondre à son besoin ou questionner son besoin? Ça a été questionner son besoin. Puis la piste que tu amènes, je la trouve super intéressante. C'est le rationnel. C'est le côté, depuis que Descartes a dit le fameux « je pense donc je suis », j'ai l'impression que notre société suit une espèce de track linéaire où justement la vie se doit d'être linéaire, les choix se doivent d'être linéaires, alors que la vie c'est tout ça, tout sauf ça. Est-ce qu'on pourrait pas remplacer ça par « je sens donc je suis »? Ben, je sens et je pense donc je suis. Oui, on peut pas compléter les deux. Vrai, mais j'avoue qu'il faut faire un coup de barre vers le ressenti, puis c'est souvent ça qu'on travaille en rencontre avec nos clients, parce que c'est ça qui est souvent gelé. Côté émotionnel. Le côté émotionnel. Mais le « je pense » devrait suivre le « je sens ». Parce que, en fait, le but de l'orientation, c'est d'être bien, c'est d'être heureux. Oui. C'est pas de... En fait, c'est ça. Donc, c'est le je pense, la stratégie, le logique devrait être au service et non l'inverse. Parce que souvent, c'est comme ça. Je rencontre des étudiants qui, dès le départ, avant leurs études, savaient qu'il n'y avait aucun intérêt pour leur programme, mais c'était sécurisant. Parce qu'ils l'ont fait parce que 3 petits points. Puis il y avait des logiques, des belles logiques qui se tenaient super bien, mais qu'ils ne ressentaient pas puis qui les habitaient pas du tout, qui étaient à l'extérieur d'eux, soit dans les parents qui avaient eu un discours X, peu importe, mais que c'était à l'extérieur. Ou dans les modèles, comme on parlait tantôt. Dans les modèles, etc. Fait que il y a quelque chose de piégeant dans le rationnel, justement. C'est ça le point de fond que je pense je pense que c'est ça. Le rationnel a le don de dérouter un sens qui est plus, appelons-le, plus sensuel, puis qui parle de moi je ressens ça puis je me sens bien là-dedans, puis je sens des bonnes choses. On dirait que ça c'est comme évacué au nom de plein de logiques qui sont souvent dénaturées, impersonnelles. Puis c'est ça qu'on a comme travail souvent à faire, ramener, personnaliser. Donc, les conseillers d'orientation initient les gens à la sensualité. Tiens, wow! Ben, on pourrait dire ça. Et là, il faudrait changer les stéréotypes. Là, parce que là, il faudrait mettre des Enrico Iglesias comme conseiller d'orientation dans les films. Oh boy! Pour que ça soit clair qu'on soit des initiateurs on vient d'en perdre une couple. OK. Et François, tu avais quelque chose à nous dire, une annonce pour le recrutement en éducation? Ben c'est ça. Donc, à l'UQAM se tient le recrutement en éducation les jeudis 3 et vendredi 4 février à la salle Marie-Gérin-Lajoie, qui est dans le pavillon Judith Jasmin. Donc, c'est cette semaine. Et maintenant, je vais vous parler d'un livre, et ça tombe bien. C'est un livre que j'ai écrit, je me plug littéralement. Bon, je vais m'assumer. Mon livre s'appelle Orientation et confidence. C'est un livre qui parle de l'indécision, justement, mais en mettant, je pourrais dire en parallèle, le côté intuition, et qu'on a parlé beaucoup dans l'émission. Et justement, le livre est fait avec de la bande dessinée pour amener dans le fond, un regard différent. Et dans mon livre aussi, vous allez me retrouver en bande dessinée, mais aussi vous allez voir Éric en Socrate. Avec une toge. Donc, en bande dessinée, mes dessins sont pas si ressemblants que ça, en passant. Mais donc, le livre s'appelle Orientation et confidence, Mathieu Guénette, et c'est aux éditions Septembre. Et ça m'amène à te poser une question, Éric, parce que si t'es en toge et tu t'appelles Socrate dans mon livre, parce qu'il y a une raison. Il y a un background particulier qui a amené Éric à l'orientation. Oui, pour faire ça vite, au cégep, je savais pas trop ce que je voulais dans la vie, mais j'avais bien aimé mes cours de philo.
T'étais un gars indécis à ce moment-là. J'étais un gars indécis. Fait que là, j'ai fait ma formation en philosophie. Et puis, j'ai pris un an sur le marché du travail parce que je savais que je voulais pas aller enseigner. Ça me tentait pas. C'était pas ce que je voulais faire. Fait qu'un an sur le marché du travail où là encore, je suis redevenu indécis. Puis là, j'ai fait des expériences. Donc, dans plein d'indécisions, je me suis lancé dans un peu tantôt, tu disais, on peut faire n'importe quel choix dans le fond. Ben, des fois, pourquoi pas? Parce que n'importe quel choix, des fois, peut nous amener à faire des rencontres qu'on n'aurait jamais pu prévoir d'avance, qu'on n'aurait jamais pu planifier d'avance. Et c'est ce qui m'est arrivé à un moment donné dans une expérience de travail que j'ai rencontré des gens définissant en orientation. Je parle, jase avec eux. Puis tout d'un coup, j'allume, je me dis, mon Dieu, avec les gros idéaux que j'avais développés en philosophie, mieux comprendre le monde avant de me lancer dedans, là, je me rendais compte que d'aider les gens à trouver leur sens, à se questionner, à jouer au philosophe conseil, si on veut, c'est un peu ça que je fais dans le fond dans ma pratique. C'est ça qui t'intéresse dans ton travail? C'est ce qui m'intéresse. Puis je vous dirais même que pendant ma formation, combien de fois j'ai pu être indécis, parce que la formation, les cours qu'on me donnait, j'avais des questionnements, des fois, je disais, bon, ben, je dois pas être à ma place si c'est de même, jusqu'au moment où je me suis dit non, je vais me choisir moi avec ce que j'ai eu comme intuition puis comme vision de ce que je voulais faire, puis malgré les obstacles, les embûches, je vais aller jusqu'au bout. Puis je te dirais que je suis convaincu d'avoir fait le bon choix. Mais même une fois rendu sur le marché du travail, les 3-4 premières années, on se pose toujours des questions. Tu sors avec ta maîtrise, c'est supposé d'être capable de parfaitement faire les choses, hein, en théorie. Ben oui, en théorie, parce qu'en pratique, tu réapprends quasiment à zéro, tellement nos formations, des fois, sont pas toujours adaptées à la réalité de la pratique qu'on fait. Est-ce que tu confirmes, François? Est-ce que François, il travaille puis il étudie en même temps? Je confirme à 100%. En fait, moi, ce qui m'a amené vers l'orientation, sans trop savoir, c'était un domaine qui m'intéressait, la relation d'aide, tout ça. Puis, à mesure où je faisais ma formation, je me suis rendu compte qu'il y avait un décalage assez grand entre ce qu'on m'enseignait et ce qui me semblait être, disons, la question de fond réelle, qui est de ce dont on parle aujourd'hui, le questionnement de sens, plutôt que de se dire, à quelle profession je corresponds, est-ce que les questions classiques là, puis c'est ça, moi j'invite les gens qui ressentent ce questionnement-là à peut-être prendre le temps, finalement, de se poser les bonnes questions. Et venir nous voir aussi au service de la vie étudiante. Au service à la vie étudiante. J'aimerais pour découvrir qu'on n'est pas juste des courtiers de formation et d'information. Oui, et qu'on n'a pas de petits bols de bonbons. C'est vrai qu'à la réception, il y a des petits bols de bonbons. Ouais, c'est ça. On n'a pas de nœud papillon avec des grosses lunettes. Non. Donc, tout ça pour vous dire merci, Éric. Merci, François. Ça fait plaisir. Donc, François Labrec, Éric Beaulieu. À la régie, Michael Lévesque. Au micro, Mathieu Guénette. Et la semaine prochaine, on revient avec Sylvie Muloin. On va parler de Saint-Valentin quand c'est compliqué pour tous les déprimés de la Saint-Valentin. On termine avec Nina Simone qui, elle aussi, se pose une question une question d'indécision.